En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 24 octobre 2025. Je rentre tout juste de San Francisco. J'ai atterri à Montréal il y a quelques heures, juste à temps pour vous rapporter des rencontres de là-bas. On va parler d'Amazon qui fait dans la robotique et dans l'IA particulièrement cette année pour rendre plus performants ses services. On va parler du nouveau casque de Samsung, le Vision Pro Killer, comme certains l'appellent. On va parler de l'iPhone Air qui n'a pas le succès escompté et plein d'autres sujets. On va même parler de cyberguerre. Mais on commencera en allant rejoindre à Paris Jérôme Colombin pour aller faire le tour de l'actualité numérique avec lui. Ensuite, je vous amène donc à San Francisco. J'ai passé une bonne partie de la semaine pour rencontrer des gens d'Amazon. De là, je vous ramène 2 échanges avec François Sorel et Nicolas Lelouch. Et si le sujet vous intéresse de l'innovation et de la R&D chez Amazon, je vous invite à passer consulter mon dossier sur le sujet sur moncarnet.com. Après ça, on ira prendre des nouvelles de Vidence avec leur test Lucia sur la maturité IA des entreprises. En Suisse, Thierry Weber nous envoie un mot sur la cyberguerre et la Croix-Rouge qui s'intéresse très fortement et très sérieusement à ce domaine. Stéphane Ricoul, de son côté, se penche sur l'IA et la valeur d'une entreprise. Et pour conclure, il y a Jean-François Poulain qui va nous amener à l'École de technologie supérieure, l'ETS, pour parler du tout nouveau programme de baccalauréat en expérience utilisateur avec son invité. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Gérard Béronne, Aboubacar Sidiki, Sylvain Bidier, Fabrice Allais et Jean Leclerc. Merci à vous 5 et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillent en ce moment entre vos 2 oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Alors, on va aller rejoindre à Paris Jérôme Colombin pour parler d'actualité tech immédiatement. Et si vous remarquez que mon son est un peu différent de celui que vous entendez présentement, c'est tout simplement parce que j'ai enregistré cette conversation depuis l'aéroport de San Francisco ce matin. Allez, on va aller rejoindre Jérôme. Je te remercie parce que tu es à l'aéroport, donc tu t'es coincé dans un coin là. Voilà, donc il y a des petits bruits de fond. Mais je me suis aménagé un studio. C'est formidable. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, eh bien, ils peuvent voir ton setup et ton beau micro. Bruno, voilà, il faut qu'on débriefe toute l'actu de la semaine. Il s'est passé plein de trucs cette semaine encore. Hein. Oui, mais avant, moi, la grosse nouvelle de la semaine, là, oublie ce que tu as en tête. Là, ma grosse nouvelle, c'est toi qui te retrouves en 3e position d'un palmarès d'influenceurs tech. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ah, tu veux qu'on parle de ça? Oui, c'est gentil. Non, mais écoute, oui, je me retrouve 3e du palmarès des meilleurs influenceurs technologiques de France. Le Tito Tech 500, voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que je suis derrière Arthur Mensch, le patron de Mistral, et Xavier Niel. Alors, ça me fait beaucoup rire. C'est une bonne compagnie, ça. Et c'est eux qui doivent être heureux. Mais tu sais, au-delà de ça, je trouve intéressant parce qu'en fait, il y a un rapport qui a été fait, il y a toute une étude et ça montre, en réalité, il y a beaucoup de gens parmi, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a top 5. Et en fait, ça se base sur un peu nos activités sur les réseaux sociaux, les médias, etc. Mais il y a beaucoup, parmi tous ces gens qui sont là, des gens qui sont des... comme toi et moi, en fait, des gens qui ont des médias personnels, on peut appeler ça comme ça, beaucoup de podcasts, beaucoup de blogs, des newsletters, et c'est un peu le triomphe de ces médias personnels, en fait, aussi que consacre ce palmarès, et c'est là où je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Bravo. Enfin, moi, je trouve ça important de mentionner. Parce que tu travailles fort. Oui, mais tout comme toi, et tout comme ces nombreux créateurs de contenu, d'ailleurs, qui se retrouvent également dans ce palmarès. Donc, Bruno, tu es à San Francisco. Alors, il faut que tu me dises ce que tu fais actuellement à San Francisco. Écoute, je me suis perdu. J'ai ouvert une porte, je suis passé par là, et puis pouf, ouais. Non, sérieusement, c'est Amazon qui m'invitait. Je n'étais pas tout seul, hein, on était probablement une centaine de journalistes pour venir. C'est une vitrine sur la recherche et le développement que Amazon fait annuellement. Moi, c'était ma
quatrième édition, enfin. Et l'idée là-dedans, c'est de permettre aux gens qui suivent la tech et qui s'intéressent particulièrement à Amazon de les suivre un peu dans leur cheminement. Je te donne un exemple très concret. Ouais. L'an dernier, je m'étais époumonné devant les outils qu'on mettait en place pour faciliter la vie des livreurs. Et le meilleur exemple, c'était le camion qui était équipé d'un laser et qui pointait les colis que le livreur devait prendre juste avant de sortir de son véhicule pour aller livrer. Ouais, Imagine-toi donc que imagine-toi donc que maintenant, puis ça, on en avait déjà parlé, ils ont investi énormément de sous dans le développement de lunettes branchées et intelligentes qui maintenant permettent en temps réel aux livreurs d'avoir toute l'information. C'est-à-dire où il sera. Il aurait presque plus besoin de regarder son tableau de bord et son GPS, là. Alors, il a l'information en temps réel sur, c'est des display plus. Alors, il a toute l'information pour se rendre au domicile et une fois qu'il se retourne pour voir les paquets, la paire de lunettes scanne tous les paquets et lui indique quel paquet il doit prendre, confirme qu'il a pris, donc, parce que ça communique, ces lunettes-là communiquent au central d'Amazon, si tu veux, et donc communique l'information comme le livreur a pris le paquet, et là, le livreur sort du véhicule, et à partir de ce point-là, il lui donne tout le chemin, tout le circuit à faire pour arriver à la bonne porte. Wow. Ça veut dire vraiment, là, c'est du Google Maps, mais de trottoirs et de petits chemins pour rentrer chez les gens. Et ça va jusqu'à la fin. Bien évidemment, là, une fois qu'il arrive à la porte, s'il le livre au pied de la porte, il y a une photo qui est prise et ça s'arrête là. Sinon, en chemin, s'il y a des obstacles, s'il y a des chiens méchants, je déteste ça, parler des chiens méchants, parce que à la base, les chiens sont très gentils, mais disons qu'il y en aurait un là, qui serait échappé, ça va lui indiquer de faire attention parce qu'il y a un hasard. Et l'information, elle n'est pas simplement pour lui. C'est aussi probablement c'est envoyé à la centrale. Et s'il y a un prochain livreur qui passe dans le même édifice, il va savoir qu'il y a un chien méchant qui est dans le coin parce que les lunettes vont les avoir détectées avec là. Donc, c'est de numériser toute l'information qu'un livreur a accès. Et là, évidemment, ça, ils l'ont pas dit, mais ça, c'est moi qui pousse l'enveloppe un petit peu plus loin. Je me dis, avec toute cette acquisition d'informations-là, t'imagines que la prochaine étape, c'est de mettre ça dans un robot. Bien sûr. Le robot va savoir ce qu'il faut faire, où aller, comment aller. Et puis, à partir de là, c'est toute cette acquisition de données-là qui va permettre de pousser la robotisation très loin. Mais pour le moment, c'est porté sur le bout du nez du livreur. Et j'ai parlé avec un qui l'utilisait au quotidien. Lui, évidemment, il trouve ça formidable parce que ça facilite sa vie. C'est beaucoup moins stressant. Donc, c'est le laser dans le camion lui permettait d'avoir une confirmation de ce qu'il doit aller porter. Là, on lui simplifie la vie. Là. Il a son assistant personnel qui lui dit va à gauche, va à droite, et puis il y a du pointage dans la lunette. Donc, il a le chemin, il a la carte en 3D. C'était vraiment impressionnant. Donc, ça veut dire que c'est déjà déployé, en tout cas aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, le déploiement commence. Évidemment, la personne avec qui je discutais, moi, c'est un des livreurs qui a travaillé à la création de ça. Mais là, ils sont en déploiement à travers les États-Unis, puis probablement qu'idéalement, évidemment, là où les législations le permettent, ils pourront utiliser ce type de lunettes-là. Bruno, il y a toujours plein de robots chez Amazon. Il y a des nouveaux trucs en matière de robots? Oui, il y a deux choses dans le monde de la robotique qui est intéressantes. D'une part, il y a l'aboutissement. Je pense, j'ai un problème avec son nom parce que j'arrive jamais à le retenir. Je pense que c'est Vulcain ou quelque chose comme ça. Oui. Et là, lui, c'est vraiment un bras robotisé. Et là, il arrive à faire le travail de ce que 5 robots différents faisaient. Il a une dextérité. D'ailleurs, c'est un bonhomme de la NASA qui maintenant travaille chez Amazon, qui travaille là-dessus. C'est lui qui a bâti, évidemment pas tout seul, avec son équipe, les petits rovers qui se promenaient sur Mars, là. Il fait partie de ces gens-là qui ont travaillé là-dessus. Et donc, là, maintenant, il est chez Amazon pour développer la nouvelle génération de robots. Et c'est un bras robotisé qui, à la fois, a une dextérité, mais aussi des ventouses. Et donc, il peut attraper tous les paquets, parce qu'il faut savoir, hein, dans le passé, les lignes de distribution étaient faites en sorte que les petits paquets passaient d'un côté, les enveloppes passaient de l'autre, les immenses paquets passaient sur une autre ligne de montage, parce que tout n'était pas adapté. Mais là, maintenant, avec ce bras-là qui est capable de tout prendre en main,
et de traiter, ben là, évidemment, on vient de régler le problème. Tout passe sur le même fil et c'est le robot qui s'adapte, comme un humain s'adapterait en fonction du paquet. Et ça va faire gagner, évidemment, du temps et de l'argent chez Amazon. Évidemment, il y a une fortune qui a été investie pour le développement de ça, mais c'est une bonne nouvelle pour eux. Et puis sinon, ils ont aussi présenté BlueJay, qui est un système de gestion d'informations. Si je résume ça, là, quand on visite ce genre de centre-là d'Amazon, mais de d'autres grandes entreprises de manufacture, il y a toujours une bonne dizaine, quand on arrive dans des postes de monitorage, il y a toujours une bonne dizaine d'écrans. Et là, les gens arrivent à savoir tout ce que les machines font. Ben, avec leur système embarqué de BlueJay, il n'y a qu'un seul écran. Et c'est une IA qui compile toute l'information pour en temps réel donner l'information que le responsable, le superviseur de ce point-là, doit avoir. Et ça, je me souviens, moi, ça m'impressionnait toujours de voir 8, 9, 10 écrans, puis je me disais, mais comment il arrive à se retrouver là-dedans? Et là, maintenant, ben, c'est l'IA qui fait le tri, puis à tel moment, elle sait que le superviseur a besoin de telle information, elle lui amène ça. Alors, c'est un super écran intelligent qui est basé, évidemment, en arrière sur un système, ça s'appelle BlueJay. Passionnant, passionnant. En tout cas, ça montre le dynamisme toujours d'Amazon en matière de robotique. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une entreprise qui développe pour une grande part toutes ces innovations elle-même. Bon, elle se fait aider d'autres compagnies, mais elle les développe en grande partie elle-même et pour elle-même, pour ses propres besoins. Donc c'est ça aussi qui fait la particularité. Ils ne cachent pas leur intention de robotiser tout ce qui est robotisable dans leur métier. Et d'ailleurs, Bruno, il y a eu cette info qui a fuité, qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours, des documents internes d'Amazon qui expliqueraient qu'en fait, qui révèlent qu'ils ont carrément l'ambition de remplacer plus de 600 000 emplois humains aux États-Unis d'ici à 2033, de les remplacer par des robots. Mais en fait, est-ce qu'il s'agit vraiment de remplacement d'emplois humains, comme ça a été dit par certains médias? Justement, et là, tu fais référence à l'histoire que le New York Times a sortie, imagine, juste avant ces journées-là. Et là, eux, ils voient arriver une centaine de journalistes qui n'ont qu'une question. C'est quoi votre réaction par rapport à ce papier-là? Évidemment, ils ont abordé le sujet très rapidement pour tout simplement dire, écoutez, ce document-là existe, mais il provient d'une équipe, d'une petite équipe qui fait de la réflexion, à qui on n'avait pas demandé un avis sur la chose. Et donc, ça fait partie des documents qui circulent, mais c'est pas une décision, c'est pas un but, ça fait partie des réflexions de gens qui travaillent dans l'entreprise. Ils trouvent ça malheureux que ça soit sorti comme ça, mais reste que, et je reviens à ce fameux ingénieur là, de la NASA qui est passé chez Amazon, il est très habile parce qu'à la fin, c'est le premier qui a fait allusion à cette histoire-là qui était sortie dans le New York Times, et il a dit, vous savez, ce que vous devez garder de ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est pas qu'on invente des robots pour remplacer des humains, c'est qu'on invente et on développe des robots pour travailler avec les humains. Ouais. J'ai trouvé ça très habile de ta part. Et c'est ça. Mais maintenant, à quel niveau? Parce qu'on s'entend, comme là, ils ont annoncé qu'ils avaient besoin de 250 000 paires de bras pour le temps des fêtes. Donc, c'est saisonnier. Quand Noël va avoir passé, ces gens-là vont être remerciés. C'est de bonne guerre, c'est l'industrie qui veut ça. Mais avec l'arrivée, comme tu le disais, l'arrivée importante de la robotique et des robots, c'est sûr qu'il va y avoir des jobs qui vont disparaître. Pas toujours les jobs les plus glorieuses, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. Bien sûr, qui vont le perdre ou qui ne vont pas le trouver, parce que c'est souvent aussi des emplois qui n'existent pas encore. Voilà, dans le cadre d'extension, effectivement, des robots éviteront de faire certains recrutements. Mais comme tu le dis très justement, c'est souvent les emplois les plus pénibles. Et cette philosophie de robotisation, l'un des objectifs, bien sûr que l'objectif principal, c'est la productivité, etc. Mais l'un des objectifs, c'est aussi quand même de réduire la pénibilité, d'améliorer la sécurité aussi, parce que sur les chaînes, comme ça, il peut y avoir des accidents. Et plus on robotise et moins on risque des dommages aux humains. Bon, super. Merci Bruno pour ce débrief des annonces et des présentations Amazon à San Francisco. Mais il y a plein d'autres choses dans l'actualité cette semaine et il ne t'aura pas échappé qu'OpenAI a encore fait des siennes. Et c'était à quelques rues de où on était.
Hein? C'est l'avantage quand on est dans la Silicon Valley, c'est d'être à côté de tous ces gens-là. Et justement, OpenAI qui a annoncé cette semaine une grosse présentation, ils arrivent sur le marché des furteurs, des navigateurs, et donc ils ont lancé Atlas. Tu as eu l'occasion de l'utiliser. Je pense que tu as même commencé à lui donner des tâches à réaliser pour toi. Oui, bah bien sûr, moi je l'ai téléchargé, je l'ai installé. Alors, il y a une double chose qui est intéressante, c'est que, c'est donc un navigateur qui est basé sur ChatGPT. Donc, en fait, quand on pose une question, au lieu de la poser à Google, comme d'habitude, on la pose à ChatGPT. Ça change un peu la recherche. C'est une intégration encore plus forte de ChatGPT. Et il y a aussi le fameux mode agent qui permet de demander à ChatGPT de faire des choses à notre place. Et oui, moi, par exemple, j'ai testé le système en lui demandant d'aller faire des courses sur mon site marchand préféré. Je lui ai demandé d'aller faire ma petite liste de courses hebdomadaires, etc. Alors, il s'en est très bien sorti, étonnamment. Ah oui? Oui. Alors, au départ, ça pose quand même des interrogations par rapport notamment à la sécurité, mais c'est assez bien fait. Il me demande s'il veut que je lui donne véritablement tous mes codes, mes mots de passe pour me connecter sur le site sur le site marchand, ou bien s'il préfère si je préfère qu'il reste déconnecté et que moi-même manuellement je tape les codes. Alors comme je suis encore un peu frileux, je découvre. Pour l'instant, j'ai pris l'option qui Je vais le faire moi-même. de prudence. Voilà, je vais faire moi-même. Mais après, ça a très bien marché. Voilà, il m'a choisi les produits que j'avais demandés, etc. Et puis, je suis intervenu manuellement aussi pour faire d'autres recherches. Et à la fin, on a validé la commande ensemble, gentiment, main dans la main, et ça a super bien marché. Et, Wow. et tout ça pour dire que, alors, je sais pas ce que tu en penses, et tu vas me donner ton avis, mais je pense que là, on franchit un cap parce que d'abord, on pensait que la bataille des navigateurs, elle était un peu terminée, hein, avec Chrome, etc. Que Chrome avait gagné la bagarre. Finalement, c'est quand même un sacré coup pour Chrome, c'est-à-dire pour Google. Et deuxièmement, avec ça, ChatGPT marque des points supplémentaires pour rentrer dans la vie des gens. Et ça va devenir véritablement l'un des carrefours absolument indispensables pour des millions d'utilisateurs dans le monde. Ils sont en train de rentrer, puis ils ne se cachent pas. Ils sont en train de rentrer dans le domaine, dans le territoire de Chrome. Ouais. Et d'ailleurs, c'est c'est important de le mentionner pour les gens qui nous écoutent. Pour le moment, c'est disponible uniquement sur macOS. Ouais, Ne cherchez pas Windows, ne cherchez pas en application, c'est pas disponible. Mais quand on installe ça, on a à la fois, en tout cas sur Mac, on a l'impression que c'est presque un Chrome, parce qu'il nous invite à importer nos signets de Chrome. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai vraiment vérifié, est-ce que je suis vraiment sur Atlas? Parce que j'avais presque l'impression d'être en environnement de... Mais c'est normal parce que c'est basé sur le même moteur, hein, c'est Chromium, je crois, hein, qui sert à plusieurs navigateurs. Donc c'est un peu logique. C'est pas Chrome de Google, mais il y a des racines communes, on va dire. Mais c'est assez près. Disons que l'environnement ressemble. Et après, mais évidemment, la magie, c'est d'avoir directement dans l'outil accès à ChatGPT et toutes ses possibilités. Alors, c'est intéressant, mais maintenant, c'est de voir combien de gens vont, en tout cas dans l'univers Mac pour le moment, combien de gens vont installer ça ou combien de gens vont continuer à utiliser l'extension de ChatGPT dans Chrome. C'est à voir. On verra avec l'usage. Sans compter que ça pose quand même des questions par rapport à la sécurité. J'en parle d'ailleurs au début de l'épisode de l'Hebdo cette semaine en actu, parce que c'est un vrai sujet, hein, la question de la sécurité. Oui, même s'ils s'en sont préoccupés, ils le savent, ils essayent de mettre beaucoup de sécurité. Mais en fait, on avait déjà détecté des problèmes sur ces navigateurs à base d'intelligence artificielle, sur celui de Perplexity. C'est Comet, c'est ça, hein? Oui. Il y avait déjà eu des... Oui, il y a tous les risques par rapport à l'infection, ou en tout cas les attaques par les requêtes, là, par les prompts. Ouais, mais tu es d'accord avec moi que... C'est une nouvelle porte qu'on ouvre. Exactement, voilà. C'est une nouvelle porte qu'on ouvre. C'est vraiment un virage, hein, en matière de consultation, d'accès au contenu et de traitement de l'information, pour parler de choses plus largement. Sinon, c'est quoi cette histoire d'iPhone Air là, dont tu me parlais tout à l'heure? Je trouve ça bien qu'on reste dans l'émotion comme ça, parce que moi, ça fait... je vais faire une confidence aux auditeurs et aux gens qui nous regardent. Ça fait 2 semaines que tu t'époumones aux vertus du iPhone Air et tu nous dis à moi, François Sorel, comment c'est merveilleux, comment ça a changé ta vie, comment finalement ça, puis une nouvelle vie, c'est pareil.
Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, que finalement, mis à part toi, il n'y a pas grand monde qui trouve ça intéressant. Et là, ben, il réduit de façon très importante la production parce que ce chef-d'œuvre rencontre pas son marché et donc ben, Apple a décidé de réduire la production des iPhone Air, qui est probablement trop en avant de son temps, et de miser plus sur l'iPhone 17 et le 17 Pro. Mais cela étant dit, moi, j'ai eu tellement une bonne pensée pour toi en disant, mais qu'est-ce que Jérôme va faire avec un appareil, un mal-aimé comme ce qu'il utilise? Écoute, alors d'abord, tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas, je t'ai pas dit que c'était la 7e merveille du monde. Simplement, c'est vrai que j'utilise depuis 15 jours et j'ai maintenant un certain avis là-dessus. Et en fait, je vais reprendre l'histoire depuis le début. Pourquoi j'ai voulu cette année, on va dire, prendre l'iPhone Air plutôt que l'iPhone 17 Pro Max, qui est le top du top des iPhones. J'ai été séduit par cet appareil quand je l'ai pris en main parce que j'ai vraiment été estomaqué par ce nouveau design. Donc, il est hyper fin, il est un peu plus petit et donc il tient très bien en main. Et j'avais envie d'un changement. J'avais pas envie de, voilà, toujours avoir, certes, le top du top technologique, mais avec quelque chose qui ressemble de plus en plus à une brique, qui est lourd, qui ne raconte aucune nouvelle histoire, alors que l'iPhone Air raconte une nouvelle histoire, en fait, dans la grande histoire des iPhones. C'est vraiment un truc nouveau. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer. Et je ne regrette pas parce qu'au quotidien, écoute, malgré ces caractéristiques, certes, qui sont un peu en retrait par rapport à celles du Pro et même du Pro Max, et encore plus du Pro Max, eh bien, franchement, il n'a pas à rougir, ce téléphone, et on est avec quelque chose qui est absolument parfait, ou en tout cas optimum. Je vais te dire, pour détailler un peu, l'écran, il est un peu plus grand que l'iPhone 17, mais il est un peu plus petit que l'iPhone 17 Pro Max, mais il est d'une qualité excellente, une luminosité excellente, on n'a rien perdu. La puissance, c'est le même processeur A19 Pro que l'iPhone 17 Pro Max, et il est tout à fait satisfaisant. L'audio, alors on a beaucoup dit oui, mais il n'y a plus qu'un haut-parleur en haut, il n'y a plus de haut-parleur en bas, donc quand on ne peut pas regarder des vidéos ou écouter de la musique en stéréo, comme on peut le faire éventuellement en mettant son téléphone à l'horizontale. Moi, franchement, je faisais jamais ça, ou très très rarement. Et quand je veux écouter de la musique, regarder un film, je mets des écouteurs. Voilà. La photo est un peu en retrait, c'est vrai. Il n'y a pas de mode macro. C'est là-dessus que je t'entends. Ouais, alors il n'y a pas de mode macro, il n'y a pas de zoom. Enfin, il y a un zoom jusqu'à zoom 2x, alors qu'avec les autres, on monte beaucoup plus haut. Il n'y a pas de plan large, ça c'est un petit peu dommage. Mais malgré ça, moi, ça comble 100% de mes besoins. Pour la vidéo, maintenant, j'utilise une caméra à part qui est la DJI Osmo Pocket. Et donc, j'ai plus vraiment besoin de l'iPhone pour faire des vidéos. Et je ne suis pas un photographe professionnel. Donc, tous les raffinements qui existaient sur l'iPhone Pro, je ne les utilise pas. Et en plus, ce ne sont pas des raffinements qui magnifient l'image. Le capteur est suffisamment grand pour donner un rendu de photo qui est excellent, qui est extraordinaire, qui est meilleur que l'iPhone 16, etc. Et puis l'autre point faible qui a été pointé, c'est la batterie. Oui, parce que, eh bien, forcément, elle est beaucoup plus fine. Donc, elle est inférieure aux autres iPhones, mais franchement, à l'usage, elle tient une journée correctement. Quand dans une utilisation standard, ça ne veut rien dire une utilisation standard. Pour faire des choses comme ça un peu basiques, elle tient largement la journée. Moi, je me suis retrouvé, j'avais encore 20 ou 30% au moment où je me couchais. Évidemment, ça va beaucoup plus vite si tu fais de la captation vidéo, si tu regardes beaucoup de vidéos, tu fais de la navigation GPS, là, tu vas pomper beaucoup plus. Entre parenthèses, il y a la batterie d'appoint qui est vendue à part. Moi, je ne l'ai pas achetée. Mais elle augmente considérablement la batterie de l'iPhone Air. Apple parle de 65%. Et au total, si tu fais le compte, elle est plus. Ça te fait, avec la batterie, l'iPhone qui a la meilleure autonomie actuellement sur le marché. C'est 20% de plus que l'iPhone 16 et c'est plus que tous les autres iPhones, en fait. Bref, moi, ça demeure quand même une batterie externe. Oui, ça demeure une batterie externe, mais tu as vu qu'ils ont soigné le design et en fait, elle n'a pas le. C'est pas comme si tu mets une batterie externe sur un iPhone 17 Pro Max aujourd'hui, où là, c'est plus une brique que tu as, je sais pas, c'est un une parpaing. maison. C'est un parpaing que tu as entre les mains.
Donc, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est la 7e merveille du monde, pas du tout. En plus, je pense qu'en fait, il ne faut pas vraiment s'habituer à cette super finesse parce qu'en fait, c'est quoi cet iPhone Air? C'est un peu une démonstration technologique, une espèce de test pour voir s'ils peuvent faire des trucs hyper fins. Et je pense, ça préfigure l'iPhone pliant. Et peut-être que l'iPhone pliant, ce sera 2 iPhone Air côte à côte. Donc, on perdra cette finesse en quelque sorte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un segment de marché qui avait été ouvert ou entrouvert par les gens de Samsung. Et en faisant un peu de recherche, je me rendais compte que cet appareil-là chez Samsung existe, mais c'est pas vraiment le meilleur vendeur. Alors, la question que je me posais et que je voulais te poser, c'est que justement, est-ce que ça, c'est pas un produit niché et à terme, ben, ça sera la version qui aura existé pour justement nous amener ailleurs? Exactement. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un d'iPhone Air. Tu veux dire quoi? Que c'est un produit que seul apprécient certaines personnes? Eh bien, écoute, je prends. C'est un produit pour l'élite. On n'est pas toujours obligé d'avoir le truc que tout le monde a envie que tout le monde a envie d'avoir. Voilà. Ah ouais. Bon, mais c'est surtout que c'est nouveau et ça change un peu la donne et c'est ça. Non, c'est le genre de truc qui peut intéresser, genre les personnes qui se retrouvent, je sais pas, moi, dans le top 3 des influenceurs tech français. Voilà. Je suis sûr que Niel a probablement son iPhone Air aussi. Tout à fait. Faudrait vérifier. Bon, tiens, je me fais une pub au passage. Si vous allez sur mon site mondenumérique.info, je propose un article écrit où je détaille un peu tout ça, toutes mes impressions sur l'iPhone Air. Jérôme, de quoi tu parles cette semaine? Alors, cette semaine, moi, je reviens sur la panne AWS du début de la semaine qui a mis par terre tout un paquet de services. En tout cas, chez nous, en Europe, je crois que ça a été... Les États-Unis ont été moins impactés ou pas du tout, même? Ben oui, mais c'était question de temps, parce que la journée était déjà entamée, nous, c'était en pleine nuit. Et ce qui est intéressant, si tu me permets de m'introduire dans ton sujet, c'était que chaque fois que ça arrive pas souvent, mais chaque fois que ça arrive, c'est tellement intéressant parce que ça nous permet de savoir qui est chez AWS ou une autre entreprise. Et là, ils ont l'air fous dans certains cas. Mais ça montre, avec cette panne-là qui est arrivée, qui a duré quand même 4 heures, l'importance de AWS sur le marché et tous les clients importants qu'ils ont. Et oui, ça prouve toute notre dépendance. Alors justement, on en parle avec Luc Julia, qui évidemment, comme d'habitude, papy ronchon, ne mâche pas ses mots et nous dit tout le mal qu'il pense de notre dépendance aux technologies américaines et notamment à AWS. Luc Julia qui est de passage au Québec cette semaine. Et je le salue. Salue-le et puis va boire un verre avec lui si tu le croises. Et puis sinon, je parle en fait d'intelligence artificielle à la française. Je m'intéresse à QTI, ce laboratoire d'intelligence artificielle qui est basé à Paris, qui avait été lancé par Xavier Niel, entre autres, avec Eric Schmidt et Rodolphe Saadé. Voilà, où en est QTI? Sur quoi travaille-t-il? J'ai rencontré Patrick Pérez, le directeur du centre QTI, et c'est super intéressant. C'est à écouter dans Monde Numérique cette semaine, dans l'hebdo et ensuite en épisode séparé long format et même en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi depuis San Francisco. Ne rate pas ton avion, s'il te plaît. Non, je m'en vais. Je suis juste à côté de la porte. Je vais le prendre. L'embarquement commence dans 10 minutes. Tu vois, hein? Tu es un garçon très organisé, j'en doutais pas. Allez, je te salue de San Francisco, de la Silicon Valley, et puis on se retrouve, j'allais dire presque en studio la semaine prochaine. Salut. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Comme je vous le disais plus tôt, j'ai passé une partie de la semaine à San Francisco pour rencontrer des gens qui sont derrière l'innovation entourant l'expérience d'achat et tout le processus de traitement et de livraison pour amener les produits d'Amazon à la porte de leurs clients. Et pour parler de ce qu'on a vu cette semaine, je vous propose cet échange avec l'animateur de Tech & Co sur BFM Business, François Sorel, qui était aussi sur place. François Sorel, bonjour. Salut cher Bruno, toujours un plaisir d'être à côté de toi. Mais c'est vrai, hein, attends. Ben oui. Tout le temps visio, on se voit peu et on apprécie ces moments quand on se retrouve. Ouais, 2 ou 3 fois par année. Alors, il faut en profiter. Est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent qu'hier, on s'est fait un resto, tous les deux, un dîner qui était génial, où on s'est raconté nos vies, notre carrière et tout, c'était trop bien. Voilà, je referme la parenthèse.
Mais François, d'une part, je suis content de te voir en vrai, Ouais. mais la raison pour laquelle je t'ai invité sur mon carnet, Oui. c'est parce que j'aimerais ça entendre ton écho, ta perception de ce qu'on vient de voir. Pendant 2 jours, Amazon nous a invités. J'ai déjà raconté ça au début de l'émission. Oui. Mais donc, ils nous ont invités pour, une fois de plus, cette année, nous montrer où ils s'en vont avec leurs différentes approches là, dans différents services. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 2 jours-là? Je retiens déjà que Amazon, c'est vraiment une boîte de tech. On a l'impression que Amazon, c'est évidemment du commerce, mais finalement, c'est avant tout une boîte de tech. AWS. C'est devenu une boîte de tech. C'est devenu une boîte de tech, mais voilà, donc leur cloud, tout ce qu'ils font dans plein de domaines. Enfin bon, après c'est pas de la tech, mais quand tu vois qu'ils investissent des milliards dans les contenus vidéo avec Prime, la musique aussi, le jeu vidéo, ils ont du cloud gaming. Enfin, ils sont partout. Amazon, et à mon avis, ils vont arriver sur l'IA avec Alexa Plus. Tu vois, nous on n'a pas encore ça en France, mais ça va arriver. Et donc, première constatation, c'est vraiment une boîte de tech. Et là, quand tu vas au cœur du réacteur, dans leur centre de distribution, là, on était dans en fait, une espèce de centre du dernier kilomètre, en fait, où là, ils reçoivent les petits colis ou les gros colis pour après être dispatchés chez les gens. Donc, c'est vraiment le dernier kilomètre, the last mile, comme ils disent. Et là, tu te rends compte que pour eux, la tech, c'est vraiment au service du client, et comment tu peux gagner 10 minutes, 1 heure, 2 heures dans la livraison pour que on puisse être satisfait, être livré de plus en plus vite, tu vois. Après, est-ce que c'est courir après la vitesse, est-ce que c'est une bonne chose? On ne sait pas, c'est pas ça le débat. Quoique, il y avait une VP qui nous racontait que eux ont fait des études et se rend compte que plus on arrive à livrer rapidement chez le client et plus le client revient souvent, quand même. Mais bien sûr, parce que en fait, après, tu deviens accro à tout ça. Et ils expliquaient aussi un truc sympa, c'est que il y a des choses que dont tu as besoin très vite, et puis il y a des choses que tu vas commander sur Amazon que tu peux avoir le lendemain ou le surlendemain. C'est moins grave, en fait, parce que tu n'en as pas besoin instantanément. Donc, c'est vrai qu'après, il y a plusieurs catégories d'achats qu'on peut, tu vois, on peut attendre et d'autres pas. Mais ce qui m'a impressionné, c'est déjà ces lunettes connectées, là. Parce que ça change la donne. Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir une porte vers demain. Déjà, tout le monde, toi, moi, on parle tous de lunettes connectées parce qu'on sent il se passe quelque chose. Hein. C'est comme l'IA, il se passe vraiment quelque chose. Mais voir Amazon qui présentait ces lunettes qui permettent aux livreurs d'accéder plus vite, justement, à la personne qui attend son colis, détecter les colis dans son petit van, etc. C'est incroyable, c'est génial. Franchement, ça m'a impressionné. Et puis, parce que parallèlement, ils sont en train de tout numériser l'expérience de la livraison. C'est ça aussi. Oui. Parce qu'en partant des camions qui balisent tout sur leur chemin, après, dans le camion, il y avait déjà des lasers qui balisaient tout ça. Mais là, maintenant, c'est sur le bout du nez du livreur qui balise le parcours entre le camion et la porte de livraison. Là, le parcours complet, là. Mais tu imagines la data qu'ils récupèrent? C'est ça. C'est incroyable. Incroyable. Donc les lunettes cool, vraiment très cool. La technologie, je veux t'entendre là-dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. L'approche Blue Jay, là, avec ce fameux bras qui arrive à faire des choses, à remplacer plusieurs robots qui leur donnent un coup de main pour avancer aussi. Alors, est-ce que j'ai une petite interrogation? Est-ce que c'est ce robot qui sent en fait C'est Vulcain, ça. Hein? Ça, c'est Vulcain. Ouais. Blue Jay, c'est l'ensemble là, de la technologie. Okay. Ouais. Parce que moi, qui orchestre. Tu sais, j'ai interviewé pas mal de VP. Il y avait un gars qui était génial, qui a travaillé à la NASA pendant des années, au Jet Propulsion Laboratory, qui est un truc incroyable. Tu sais, c'est eux qui ont fait, entre autres, les petits rovers qui sont allés sur Mars. Et je lui ai posé la question, il a bossé, déjà il était dans la robotique là-bas à la NASA. Et ça prouve en tout cas, regarde, qu'Amazon va récupérer les meilleurs talents dans des boîtes prestigieuses telles que la NASA pour élaborer ces robots. Et il expliquait justement, alors je ne sais pas si c'est celui dont tu parlais, que en fait le cerveau, notre cerveau et les mains, quand tu conçois des robots, c'est la plus belle chose qui puisse exister parce que tu te rends compte de la complexité
qu'a un cerveau pour piloter une main avec la sensibilité, le toucher, etc., etc. Et ils essaient. Alors, ils en sont à des millions d'années-lumière, mais il expliquait que ils essayaient de donner de la sensibilité aux robots pour qu'ils puissent attraper délicatement des petits colis, des petites ventouses qui vont, tu sais, attraper un colis. Et là, la nouveauté, c'est que l'IA générative arrive à donner plusieurs usages au même robot. Il arrive à détecter les différences de colis, etc., etc. Et c'est passionnant, tu vois. On se rend pas compte parce que, évidemment, nous, tu vois, on commande sur l'appli, mais quand on voit que dès que tu commandes quelque chose sur Amazon, sur l'appli, et que tu appuies sur acheter et que c'est débité, eh ben, t'as un robot qui va s'occuper de toi instantanément. C'est dingue. T'as un robot qui va aller chercher dans une espèce de palette le produit que tu viens commander. Il va aller le prendre, il va le jeter sur un tapis roulant. Ce tapis roulant va l'amener à un endroit où il va être emballé. Après, on va mettre un sticker avec ton adresse. Incroyable. C'est dingue, dingue, dingue. Je t'écoute, puis je me dis, puis je t'ai fait la réflexion, mais je veux la partager à mes auditeurs. Quand on regarde tout ça, cette présentation-là, on se dit, mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait avant le téléphone? Comment on faisait avant l'ordinateur? Mais c'est vrai, comment on faisait avant? Mais c'est une bonne question, en fait. Est-ce que la tech nous gâte au point tu vois, d'être un nabab de la consommation et de tout avoir instantanément? Est-ce que moi, je pense que c'est quand même un progrès, tu vois, parce que tout le temps que tu ne passes pas dans les magasins pour acheter des trucs, tu le passes à autre chose. Ça peut être à rien faire, à bosser chez toi, à te regarder une série, à passer du temps avec ta femme, tes enfants, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est une avancée. Et tu as raison. Et puis, surtout, le truc, c'est que Amazon, aujourd'hui, est imbattable. Tu vois. C'est malheureux de dire que des bonnes choses sur Amazon, mais c'est compliqué. Après, il y a cette polémique qui était intéressante, qui a été révélée par le New York Times. De ce rapport qui a été publié à l'interne et qui fait une réflexion sur le scénario de remplacer 600 000 emplois par des robots. Alors moi, j'ai posé la question à un porte-parole d'Amazon qui disait que c'était en fait un document qui était pas officiel, qui était un draft en quelque sorte, et qui avait été écrit par une équipe qui n'était pas la plus importante chez Amazon, tu vois. Mais bon, quand même. Mais c'est une idée qui circule. Évidemment. Mais attends, mais il faut pas. Tu vois, c'est bien beau tous les discours. On embauche des gens, etc. Mais l'objectif d'Amazon, c'est d'avoir un maximum de robots qui soient totalement autonomes pour que il y ait moins de personnes malades, moins d'humains qui sont problématiques, qui peuvent pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou alors, il faut que tu fasses des 3-8, ça coûte plus cher. Enfin, il y a tous ces trucs-là. Et quand on aura un robot qui sera performant, il y aura moins d'humains, moi, je pense. Mais je reviens sur ton fameux monsieur que tu as rencontré, là, qui était de la NASA. Lui a subtilement fait allusion dans sa présentation à cette histoire du New York Times en disant ce qu'il faut que vous reteniez de la présentation, c'est pas l'histoire des robots. C'est l'idée qu'on construit des robots et des systèmes pour aider l'humain à travailler. C'était habile de sa part. Ouais, c'est très habile. Mais bon, j'aimerais bien me projeter dans 20 ans, tu vois. Mais je veux pas te laisser sur cette note-là. En terminant, cette semaine, ouais, tu as eu ton baptême de Waymo. Oh là là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça? Waymo, qui est la voiture autonome. Là. Incroyable. Franchement, ça faisait un moment que c'était un peu mon fantasme, je t'avoue. C'était en haut de la bucket list. Oui, mais parce que dans Tech & Co, sur BFM Business, j'en ai parlé des dizaines de fois avec tous nos invités. Et avec Léa, notre productrice, on voulait absolument se faire un Waymo. Tu vois, on voulait monter dans cette voiture et partir se faire une balade dans San Francisco. Et on a exaucé notre rêve. On l'a même fait 2 fois, tu vois, pour te dire. Et c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et comme je te le disais, on en parlait hier ou avant-hier, t'as l'impression vraiment là de toucher la robotique qui sert à quelque chose. Là, tu vois, il y a ton image forte qui dit, t'avais l'impression d'entrer dans un robot. Ben oui, tu rentres dans un robot. Tu confies ta vie à un robot. Tu vois, c'est pas un Pepper ou un Nao qui servait à rien, tu vois, qui comprenait pas ce que tu disais, etc., etc. C'est pas un robot aspirateur, là. C'est un truc, tu rentres dans un robot
qui t'emmène quelque part en toute sécurité. En tous les cas, tu as intérêt à ce que ce soit en toute sécurité. Exactement comme dans les films du futur. Tu confies ta vie, en fait, en quelque sorte. Et c'est exactement comme les véhicules qu'on voyait dans les films de science-fiction, où l'humain rentrait dans quelque chose, un objet, se faisait amener à un autre endroit. On est rendu là. Mais tu sais, le truc, c'est que j'avais une appréhension parce que je me suis dit, je vais avoir peur. Quand je vais voir que y a personne à la place du conducteur, je vais flipper. Mais même pas. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas flippé. J'étais à l'aise et j'étais en sécurité. Il y avait une petite musique douce. La voiture est bien finie. C'est une belle voiture. T'as des écrans partout. Tu te sens en sécurité. Et tu choisis ta musique. Tu choisis la température de ta clim. Avant de rentrer dans ta voiture, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont géniaux. Et quand tu essaies de tirer la ligne de tout ça, c'est évident que ça sera le futur. C'est évident. J'imagine un jour voir ça peut-être. Ben, j'aimerais bien. Je pense que ça arrivera. Tu sais, on peut freiner la technologie, mais au bout d'un moment, la technologie te rattrape. Et plus tu freines, plus tu vas en souffrir de cette révolution. Alors évidemment, les taxis en France vont pas être contents. À Paris, ça va être un carnage. Les Uber non plus. Mais qu'est-ce que tu peux faire contre le progrès technologique? C'est sur cette sage parole que nous allons nous laisser. François, j'étais content de te revoir ici. Pareil. Je sais qu'on va virtuellement se croiser sur un plateau. Évidemment. Mais on se donne rendez-vous à Las Vegas au mois de janvier prochain. Trop hâte. On aura notre plateau. Tu viendras dans le débrief, dans Tech & Co. On sera les plus heureux. Et on aura plein de choses à raconter. Et en plus, il y aura Jérôme avec nous. Et il y aura en plus notre ami Jérôme, qu'on embrasse. Salut François, merci. Salut Bruno. Restez à San Francisco pour parler de cette autre grosse nouvelle cette semaine, la sortie du casque Galaxy XR de Samsung, réalisé en partenariat avec Google pour le système d'exploitation notamment. Et pour parler de cette arrivée, qui de mieux que le journaliste français Nicolas Lelouch du site Numérama? Il a développé au fil des années une connaissance, je dirais presque une fine connaissance et un savoir dans le domaine des casques et des lunettes connectées. Alors Nicolas était aussi à cette rencontre d'Amazon, alors on a pris quelques minutes pour mettre en contexte cette annonce. Nicolas Lelouch, bonjour. Hello Bruno, ça va? Ça va très bien, heureux de te croiser ici. Hey, dis donc, toi, pendant qu'on était en Californie, ce qui t'a intéressé, c'est ce qui se passe en Corée, mais évidemment qu'il va y avoir des réactions aux États-Unis, et c'est donc le lancement du fameux casque, qui est un partenariat entre Samsung et Google. Qu'est-ce que tu retiens de cette annonce-là? J'attendais pas grand-chose de ce casque. Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais ils l'ont un peu annoncé, leur projet Muon, comme une réponse au Apple Vision Pro, mais on savait pas vraiment où ils allaient réellement. Je trouve que c'est pas comme si le casque d'Apple rencontrait un immense succès, donc ça faisait un petit peu peur. Et finalement, ce qu'ils appellent Galaxy XR, je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que pour moi, Samsung a fait le choix de tout miser sur les contenus, là où Apple a plutôt une approche très technologique, très futuriste. Et ce pari-là, il est intéressant parce que du coup, t'as un produit qui vient avec Netflix, qui vient avec YouTube, qui a plein de contenus avec des abonnements normalement payants qui sont intégrés gratuitement et qui fait que pour une personne qui va acheter ça aujourd'hui, t'as potentiellement de quoi regarder des films à la maison, de quoi travailler, de quoi jouer à un prix plutôt raisonnable, et donc ça le rend peut-être un petit peu plus sexy que ce qu'Apple a proposé jusque-là. Et dans le cas du prix, c'est vraiment agressif. As-tu l'impression que ça pourrait être l'élément déclencheur qui ferait que ça pourrait presque être, c'est peut-être présomptueux, là, mais un Vision Pro killer? Bah peut-être, le prix c'est $1,799, Apple c'est $3,500, donc c'est quasiment la moitié du produit d'Apple. Toute la question c'est que le prix a beau être raisonnable, la question c'est est-ce que les gens qui vont l'acheter ne vont pas, comme avec le Vision Pro, le mettre dans un tiroir et le sortir une fois toutes les 2 semaines. Donc en fait on peut toujours raisonner en comparant au Vision Pro en disant ok c'est 2 fois moins cher, mais si on raisonne plus largement et qu'on pense aux usages de la réalité virtuelle, il y a aussi un potentiel que ce soit un produit qui soit trop cher pour ce qu'on va en faire. On le compare beaucoup au Galaxy Z Fold en disant qu'on a finalement un casque de réalité mixte moins cher qu'un Galaxy Z Fold. C'est vrai, mais le Z Fold, tu vas l'utiliser tous les jours, plusieurs heures par jour. C'est pas le cas d'un casque a priori. Donc voilà, maintenant ça va être une question d'évolution des usages. Moi, je suis hyper emballé par ce qu'ils proposent. J'ai un petit peu des doutes sur le fait que ça va devenir un produit mainstream.
Mais si Android XR s'impose, se développe, les applications peuvent aussi aller sur des lunettes derrière et que Samsung continue de miser sur cette catégorie et que c'est pas un one-shot, je veux bien croire qu'ils vont avoir l'Apple Vision Pro killer. On a évidemment en tête Apple et son Vision Pro quand on a l'annonce d'un casque comme ça. Mais de l'autre côté, peut-être un peu plus bas de gamme quand même, mais il y a des modèles qui commencent à coûter cher. C'est les gens de Meta avec leurs lunettes. Et là, on est quelque part entre les deux. Est-ce que tu as l'impression que... comment tu penses que c'est perçu du côté de Meta? C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour Meta. Je pense que c'est plus une mauvaise qu'une bonne nouvelle en réalité. Parce que si tu regardes un peu toute l'informatique moderne, t'as Mac et Windows. Mac, ça y est, toujours la version un petit peu fermée, premium, Windows ouvert. Après, t'as iOS et Android. Pareil, toujours ce modèle fermé ouvert. Il y a rarement la place pour un troisième écosystème. Et ce qui m'inquiète pour Meta, c'est que personne peut imaginer que Apple va perdre sa place sur ce segment. Apple va continuer d'imposer son écosystème, son modèle fermé, son modèle très bien intégré. Donc, il va y avoir une place pour un concurrent ouvert. Meta était jusqu'à maintenant seul. Si demain Android se développe, que tout le monde lance des casques ou des lunettes sous Android XR, ça va faire du mal à Meta, l'écosystème va se dégrader. Donc je pense que pour eux, c'est une petite défaite, mais par contre, c'est vrai que ça valide leur stratégie parce que ça fait des années qu'ils misent sur les casques Quest, c'est eux qui ont prédit la réalité mixte bien avant Apple. Sur les lunettes avec Ray-Ban, le deal c'est un succès planétaire, ça cartonne et ils sont en train de développer le truc. Donc pour moi, Meta doit à la fois se dire ok c'est bien, on a d'autres marques qui vont, donc ça popularise la gamme, mais en même temps regarder ça d'un mauvais œil parce que ça pourrait être une très mauvaise nouvelle pour eux sur les ventes et ça pourrait finalement faire d'Android celui qui va les tuer. Et je te lisais un peu plus tôt avant qu'on se voit sur ton article, que j'invite d'ailleurs les gens à aller consulter, mais tu le dis aussi, c'est-à-dire que ce qui va faire la différence, c'est l'usage et c'est aussi une question de contenu. Et là, aujourd'hui, on est à la fin octobre, c'est Samsung avec son casque qui propose un catalogue beaucoup plus intéressant. Oui, totalement, parce que Apple finalement s'est mis tellement de développeurs à dos qu'il y a plein de gros groupes qui ont boudé le Vision Pro. T'as pas les contenus Meta, donc t'as pas les Facebook, Instagram, tout ça. T'as pas les contenus Google, YouTube, Google Maps, Google Photos. T'as pas Netflix parce que Netflix déteste Apple. Et finalement, l'usage principal que tu peux faire d'un casque haut de gamme comme ça aujourd'hui, c'est regarder des films dans un petit cinéma. Moi, j'ai le Vision Pro à la maison et les rares fois où je l'utilise, c'est parce que j'ai envie de voir une série, j'ai envie de voir un film. Je me mets dans un cinéma géant avec un écran d'une qualité folle. Ma télé ne rivalise pas, c'est évident. Si demain Samsung pour 2 fois moins cher te dit nous on a Netflix, on a HBO, on a tous les contenus YouTube, on vous offre des abonnements, vous avez YouTube Premium sans pub chez nous, vous avez tous ces contenus là, faut reconnaître que le produit t'aura peut-être un petit peu plus envie de le sortir. Donc je trouve ça pas mal. Apple a très clairement le meilleur produit en termes hardware, en termes qualité, en termes performance, tout ça, mais c'est pas forcément ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont en faire. Et là-dessus, Samsung a peut-être trouvé de quoi faire beaucoup de mal à Apple. En terminant, Nicolas, évidemment, là, on est 2 personnes qui s'intéressent à la technologie, mais si on pense au portefeuille du consommateur qui nous écoute, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis de regarder du côté de Samsung quand il sera disponible dans leur pays, ou est-ce que tu dis attendez encore un peu? Bon, je pense qu'il faut globalement attendre. C'est des produits pour early adopters, donc du coup, potentiellement dans les gens qui nous écoutent actuellement, il y a des gens qui peuvent être dans la cible de ces produits-là, qui ont peut-être envie de le faire. Et je pense pas que ce soit de mauvais achats. Dans tous les cas, c'est des produits entre guillemets souvenirs, c'est un peu collector, c'est les premières générations d'une nouvelle catégorie. Donc, si vous avez les moyens de vous le permettre et que ça vous intrigue, ça me paraît pas fou aujourd'hui d'acheter le Galaxy XR, potentiellement d'acheter le Vision Pro M2, qui maintenant, il est en vente un peu partout en occasion. Les gens s'en débarrassent pour acheter le nouveau. Donc il peut y avoir de bonnes affaires autour des 1500, 1800 $ aujourd'hui qui sont pas mal. Donc ça peut valoir le coup. Maintenant, je suis plutôt d'avis à dire attendez, parce qu'il va y avoir des lunettes de plus en plus avancées, il va y avoir des casques qui vont coûter moins cher à l'avenir. Et si cette catégorie venait à être un flop comme certains l'annoncent, les plateformes vont vite l'abandonner. Et donc dans ce cas-là, ça sera juste un produit de décoration sur son bureau. Donc si on n'est pas pressé, il vaut mieux rester sur la tablette et la télé pour l'instant. Nicolas Lelouch qu'on croisait à San Francisco, mais normalement, il est à Paris chez Numérama. Merci infiniment d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci à toi, ça m'a fait plaisir de discuter. À bientôt. À bientôt. Si vous écoutez 120 secondes de tech, vous avez probablement entendu ce message où je vous parle de la plus récente initiative des experts de l'IA pour entreprises, Evidence, qui a développé un test pour connaître le degré de maturité des entreprises en matière d'utilisation de l'intégration de l'IA dans leur activité. Pour prendre des nouvelles du test, des résultats, on va aller rejoindre la PDG d'Evidence. Bonjour Sarah Legendre-Bilodeau. Bonjour Bruno.
Sarah, on va se tutoyer parce qu'on se croise souvent, là. Sarah, je viens vers toi pour prendre des nouvelles de Vidance parce que là, il y a plein d'affaires qui arrivent. D'abord, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, que les auditeurs t'ont entendu, c'est pas rien. Il y a eu une grosse association. Maintenant, vous êtes propulsé par Cofomo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour Vidance? Exactement. En fait, Vidance, on était rendu à un stade où on voulait avoir un impact beaucoup plus grand sur le marché, puis à plus grande échelle au Canada, et à l'international. Et on a fait le choix d'aller se joindre à un groupe là, de plusieurs milliers de personnes. Là. Donc, c'est quand même une grosse étape pour nous. Et c'est fantastique parce que vraiment, on a eu un super accueil dans ce groupe-là, le Cofomo. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne vraiment les moyens de nos ambitions. Ça nous permet aussi de pouvoir amener l'intelligence artificielle dans beaucoup de pratiques qui touchent la transformation numérique, les technologies. On va le voir pour les prochaines années. Là, l'intelligence artificielle va être partout. Donc, c'est vraiment, c'est un choix, je vais dire, pour l'avenir qu'on a fait là, en joignant le groupe Cofomo. En tout cas, vous aviez l'air heureux parce que je vous ai croisé toute la bande lors du All-In Oui. et puis vous aviez le sourire aux lèvres, d'autant plus que je t'ai vu au moins 2 ou 3 fois sur des scènes en train de parler de différents sujets, évidemment en lien avec l'intelligence artificielle. Mais comment ça a été le All-In pour vous autres? Encore, c'était la 3e édition en ligne. Nous, on est là depuis le début. Puis, en fait, on voit que c'est un événement qui a pris beaucoup de maturité depuis 3 ans. Donc, il y a beaucoup plus moi, ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup plus de cas concrets d'intelligence artificielle qui ont été partagés, déployés dans des entreprises qui ont livré de la valeur, ce qu'on avait un petit peu moins dans les années précédentes. Donc, c'est encourageant. Nous, on a parlé de 2 interventions qu'on avait là chez des clients. Donc, un dans le domaine légal avec Kane Lamar pour automatiser certains processus. Là, Et ça, c'est gros, hein, parce que j'ai regardé des vidéos que vous avez faites sur ce sujet-là. Vous les amenez ailleurs avec ça. Oui, c'est vraiment, on amène on parle d'un cabinet d'avocats. Oui, bien, c'est parce qu'il y a un cabinet d'avocats avec l'intelligence artificielle, je vais dire, ça amène beaucoup d'opportunités, mais beaucoup de transformations requises aussi. Il y a un contexte, là, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que je vais dire, on met tout ce qu'il faut là pour amener vraiment le cabinet ailleurs, dans le futur, tout ça. Fait que ça touche autant, je vais dire, des cas d'usage concrets d'intelligence artificielle, mais tout ce qui est évolution là, de l'expertise à l'interne, la gestion de changement, la mise en place des bonnes gouvernances des données, gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, ça prend tout ça là, pour amener de la transformation. Fait qu'on a parlé un peu de ce qu'on a fait chez Kane Lamar. Puis un autre aussi complètement différent dans le domaine manufacturier, par exemple chez Contrôle Laurentide, où est-ce que on amène beaucoup, je vais dire, d'automatisation de processus administratifs internes par l'IA agentique dans leur cas là maintenant, parce qu'ils ont gagné en maturité dans les dernières années. Fait que c'était bien parce que c'était un témoignage sur toutes les dernières années, comment ils avaient réussi à mettre en place les bonnes bases pour être capables d'amener de l'intelligence artificielle à l'échelle maintenant dans l'entreprise. Sarah, quand je parlais avec des gens à votre kiosque, je me suis rendu compte que vous prenez vraiment pas les dossiers les plus faciles. Hein? Parce que je regardais dans quel domaine vous travaillez. Là, il y a le financier, le banquier, le manufacturier. C'est pas, les Anglais disent le low-hanging fruit. Vous n'êtes pas là, vous autant. Vous êtes dans des cas, vous pourriez le faire, mais ce serait facile. Oui. Mais c'est vrai que Vidance, on est réputé pour, je vais dire, les industries moins faciles. Ouais. Puis, ils ont tous leurs défis. Là. Par exemple, le bancaire, l'assurance, le domaine financier, ils doivent composer avec énormément de contraintes internes, de la législation, des systèmes vieux de plusieurs décennies en grande quantité, de la donnée éparpillée. Donc ça fait partie de leurs défis. C'est du patrimoine aussi à retrouver, là. Exactement. En fait, puis même le manufacturier, c'est autre chose. Ça aussi, c'est pas natif numérique. Donc, amener de l'intelligence artificielle dans le très tangible, ça amène des défis aussi, là. Donc, c'est ça. C'est un peu notre réputation, je pense, de travailler avec des industries pas trop faciles. Puis vous avez l'air à tellement bien réussir.
Moi, le retour que j'ai de vos clients, là, puis même en Europe, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens avec qui vous travaillez, puis en tout cas, vous êtes des méchants ambassadeurs mais pour c'est l'IA bien. Il y canadien. avait les gens d'Airbus qui étaient sur Oui, qui étaient place, qui là. sont Ben venus nous oui. voir. C'est ça, exactement. En fait, pour moi, c'est ça l'innovation. C'est l'innovation quand on n'est pas sous contrainte, on peut aller dans l'espace. Mais d'amener le changement dans des industries où il y a énormément de Où c'est contraintes. serré pour passer, là. Ouais. Pour moi, c'est ça l'innovation la plus satisfaisante dans l'impact que je vais avoir. Ouais. Sarah, je vais être honnête avec toi. La vraie raison pour laquelle je voulais te parler, c'est votre campagne sur Lucia. Comment ça fonctionne? Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois que j'en parle presque à tous les jours à 120 secondes de tech. Il y a des gens qui me posent des questions. Puis je vois que ça fonctionne. Les gens vont sur le site, ils font le test pour leur entreprise. De votre côté, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous recevez comme réception des gens? Oui, ben Lucia, en fait, c'est notre outil d'évaluation de la maturité IA dans les entreprises, hein. Puis c'est nouveau sur le marché. Puis c'est un questionnaire qui est pas trop long à faire, qui donne beaucoup des outils, je vais dire, à des gestionnaires en entreprise pour pouvoir influencer, puis mettre les bonnes choses en place, puis rallier les gens. Fait que pour nous, c'est très stratégique. Puis là, ben depuis All-in, qui a été comme le moment de notre lancement là avec Lucia, je pense qu'on est rendu à près de 100 questionnaires complétés par des entreprises. Ce qu'on constate, c'est que la maturité dans les entreprises pour déployer de l'intelligence artificielle, elle est très basse. Donc, nous, on a un modèle à 3 niveaux, puis je veux dire que les moyennes sont plus autour de 1. OK? Wow. Donc, il y a beaucoup de chemin à parcourir, là, je vais dire, au Québec, dans les entreprises pour arriver à amener de l'intelligence artificielle à l'échelle. Donc, ça, c'est un des premiers constats. Vous créez une prise de conscience. Oui, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, puis d'amener aussi comme, je vais dire, des premières bases pour faire une feuille de route pour la suite. Il faut savoir d'où on part. Quand on veut là avoir un plan, il faut savoir d'où on part, puis c'est quoi nos faiblesses, nos forces, tout ça. Puis Lucia, ben ça nous donne ça un petit peu parce que on a différents axes dans Lucia, puis ça nous dit par exemple, est-ce que ma faiblesse c'est au niveau du talent, de l'expertise interne, ou plutôt technologique, ou plutôt organisationnelle. Ben ça donne un peu comme la ligne où mettre nos efforts en entreprise. Fait que on est vraiment satisfait. Il y a eu un bel engouement en ligne. Hein. On avait une expérience de réalité virtuelle là, où j'étais personnifiée par l'intelligence artificielle dans des casques MetaQuest. Donc, je pense qu'on a bien attiré l'attention. Puis là, ce qu'on constate, c'est que ça va devenir un outil qui va être je vais dire démocratique pour les entreprises, là, parce que tout le monde peut y accéder. Hein, c'est disponible sur notre site web. Il y a un rapport qui vient avec ça. Et c'est ça que je trouve intelligent de votre part, c'est que normalement, une entreprise qui se pose des questions comme ça, elle va devoir contacter des spécialistes. Puis il y a comme quelque part, pas une petite gêne, mais il y a comme un engagement, une première étape qu'on n'est pas sûr, puis on veut voir où on est par rapport à ça. Puis je trouve ça très intelligent de votre part d'avoir créé cet endroit où les gestionnaires, les entrepreneurs peuvent aller tester, puis voir où ils sont. Puis à partir de là, faire le premier geste ou d'attendre un peu, de corriger des choses chez eux, puis après d'aller plus loin. Oui, puis après ça, ce qu'on va être en mesure de faire, c'est que on va pouvoir, par exemple, amener un portrait d'un certain secteur d'activité en termes de maturité pour l'intelligence artificielle. On a parlé du manufacturier tout à l'heure, le financier, bancaire, assurance d'un autre côté. Donc, on va pouvoir comme comparer ces industries-là, mais aussi comparer des entreprises dans leur même secteur d'activité. Donc, on continue de faire évoluer. Ce qui s'en vient, c'est plus, je vais dire, plus de personnalisation, de conseils, d'accompagnement dans la solution. Donc, on est là-dedans actuellement. Alors, Jeanne Bilodeau, merci infiniment d'avoir pris de ton temps comme ça pour répondre à mes questions, puis surtout pour me permettre de prendre des nouvelles. Et puis, un grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Salut. À bientôt. Merci.
Petit détour en Suisse maintenant pour écouter Thierry Weber qui nous entraîne cette semaine sur un terrain aussi moderne que troublant, celui de la guerre numérique. Il revient sur une initiative du Comité international de la Croix-Rouge qui vient d'établir 8 règles destinées à encadrer les cyberattaques en temps de conflit. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Et si la guerre passait désormais par nos claviers ? Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui m'a particulièrement interpellé, les règles du Comité international de la Croix-Rouge pour encadrer les cyberattaques en temps de guerre. Car oui, même dans le chaos des conflits modernes, il existe désormais un cadre juridique pour le numérique. Et cette actualité, rapportée par la RTS et par le CICR lui-même, en dit long sur la manière dont la guerre a changé de visage. Depuis quelques années déjà, les lignes de front ne se situent plus seulement sur une carte militaire, mais aussi dans le cyberespace. Les infrastructures électriques, les hôpitaux, les systèmes d'eau potable ou les réseaux de communication sont devenus des cibles potentielles. Le CICR, gardien du droit international humanitaire, a donc voulu rappeler les principes qui doivent continuer à s'appliquer, même quand la bataille se mène à coups de lignes de code. L'organisation a ainsi publié 8 règles destinées aux hackers civils, ces individus ou groupes non étatiques qui participent volontairement ou non à un conflit en ligne. Ces recommandations reposent sur un principe simple. Le numérique n'est pas une zone de non-droit. Les civils, même armés d'un clavier, restent soumis aux lois de la guerre. Parmi ces règles, certaines semblent évidentes. Ne pas attaquer d'objectifs civils, ne pas viser des hôpitaux, ne pas déployer de maliciels qui se propagent de manière incontrôlée. D'autres rappellent des principes essentiels du droit humanitaire, éviter les dommages disproportionnés, ne pas répandre la terreur parmi les populations et surtout ne pas riposter sous prétexte que l'autre camp l'a fait avant. Autrement dit, même dans le cyberespace, la vengeance n'est pas une excuse. Mais le CICR ne s'arrête pas là, il s'adresse aussi aux États, car la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur des individus isolés. Les gouvernements doivent eux aussi prévenir, contrôler et, si nécessaire, sanctionner les attaques numériques lancées depuis leur territoire. Et surtout, ils ne peuvent pas fermer les yeux lorsque des groupes de hackers, patriotiques entre guillemets, mènent des opérations offensives sous leur bannière. En clair, si un groupe agit sous le contrôle d'un État, cet État en porte la responsabilité. Ce qui me frappe particulièrement, c'est la lucidité du CICR face à la réalité actuelle. La frontière entre combattants et civils s'efface dans le cyberespace. Un adolescent derrière son ordinateur à des milliers de kilomètres du front peut désormais perturber une centrale électrique ou un hôpital. Et cela sans avoir conscience des conséquences humanitaires de son geste. Selon les experts du CICR, une simple attaque contre un réseau électrique peut avoir des effets en cascade. Priver d'électricité des respirateurs, interrompre la distribution d'eau potable ou encore bloquer des communications d'urgence. Le numérique devient alors une arme indirecte mais tout aussi destructrice. Le droit international humanitaire, lui, ne change pas. Il repose toujours sur 3 principes. La distinction entre civils et militaires, la proportionnalité et la précaution. Ces notions déjà difficiles à appliquer sur le terrain deviennent encore plus complexes dans un univers où les cibles ne sont pas des bâtiments, mais des serveurs, où les dommages collatéraux peuvent se compter en gigaoctets, mais aussi en vies humaines. Est-ce là un vœu pieux ou naïf ? Eh bien, en Suisse, le sujet n'est pas théorique. Notre pays, souvent perçu comme neutre, abrite des infrastructures numériques critiques. Serveurs bancaires, centres de données, entreprises de cybersécurité, sans oublier le siège même du CICR à Genève. Ces dernières années, plusieurs attaques ont visé des organisations humanitaires, notamment le CICR lui-même, en 2022, lorsque des données sensibles sur plus d'un demi-million de victimes de guerre ont été dérobées. Cet épisode a marqué les esprits, même les garants du droit humanitaire peuvent devenir des cibles numériques. Face à cela, la Suisse a renforcé son arsenal légal et ses capacités de défense. Le Centre national pour la cybersécurité à Berne travaille déjà à mieux encadrer les attaques informatiques et à protéger les infrastructures critiques. Dans la formation militaire, on parle désormais de cyberdéfense au même titre que de logistique ou de renseignement.
Mais la question dépasse les frontières helvétiques. Dans les conflits récents, notamment en Ukraine, on a vu apparaître une nouvelle catégorie d'acteurs, les activistes patriotiques. Ces groupes de civils, souvent autoproclamés défenseurs d'une cause nationale, participent activement à des opérations de sabotage numérique. Certains ciblent des sites gouvernementaux, d'autres diffusent de fausses informations, d'autres encore paralysent des réseaux énergétiques. Pour le CICR, ces comportements, même s'ils se veulent héroïques, restent dangereux. Ils risquent de brouiller la distinction entre combattants et civils et donc d'affaiblir les protections offertes par le droit humanitaire. Il faut dire aussi que l'attribution des attaques reste l'un des plus grands défis. Dans le monde physique, une bombe laisse des traces. Dans le monde numérique, une attaque peut être signée depuis un serveur compromis à l'autre bout du monde. Résultat, difficile de savoir qui est responsable et donc qui doit rendre des comptes. Cette opacité fragilise la dissuasion et crée un terrain propice à l'escalade. En résumé, l'initiative du CICR arrive au bon moment. Elle pose des bases morales et juridiques à un espace en plein chaos. Bien sûr, ces règles n'ont pas de force contraignante immédiate, mais elles servent de boussole, de rappel à l'ordre pour un domaine où la technologie évolue plus vite que la loi. Et finalement, ce que je retiens de tout cela, c'est que la guerre numérique n'est pas seulement une affaire de geeks ou de stratèges, c'est une question profondément humaine. Car derrière chaque ligne de code, il y a des vies qui dépendent de systèmes connectés, d'hôpitaux alimentés, de réseaux protégés. Et dans un monde où la guerre s'invite jusque dans nos serveurs, il devient essentiel de garder un peu d'humanité dans nos algorithmes. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'une cyberattaque ou de piratage, souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement d'un bug ou d'un acte isolé. Vous voyez là, ici, aucun lien avec la panne chez AWS qui s'est tenue il y a quelques jours. C'est peut-être une bataille qui se joue quelque part, silencieuse, sans explosion ni uniforme. Une guerre 2.0 où la morale et le droit doivent plus que jamais continuer à exister. Allez, d'ici là, soyez prudents quand vous êtes en ligne, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. On retrouve maintenant Stéphane Récoul, notre observateur attentif de l'économie numérique, qui s'interroge aujourd'hui sur une question fondamentale. L'intelligence artificielle change-t-elle la valeur d'une entreprise? Quand une tâche accomplie en 100 heures en prend désormais 40, qui y gagne vraiment? Est-ce que c'est le client, le fournisseur ou un acteur invisible de la chaîne? Je vous laisse écouter la réflexion de Stéphane Récoul. L'IA compresse-t-elle la valeur d'une entreprise? C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec un de mes clients. Si l'intelligence artificielle fait gagner du temps, si elle accélère, simplifie, réduit les erreurs, est-ce que tout le monde y gagne au même titre? Le client doit-il payer moins? Le fournisseur peut-il protéger sa marge? Est-ce un autre acteur de la chaîne qui capte discrètement l'essentiel? Et surtout, comment s'ajustent nos façons de fixer les prix quand l'unité classique qu'est le temps passé ne raconte plus la même histoire? Je vous imagine présentement très captif, car je sais très bien que vous vous posez aussi ce genre de questions. Alors essayons de regarder 3 réalités du quotidien au sein de nos entreprises, qui sont la production d'heures, la production de biens et la production de services. Ajoutons à cela un regard B2B ainsi qu'un regard B2C. Je vous rassure tout de suite, mon idée n'est pas ici de trancher, ce serait beaucoup trop prétentieux de ma part, mais bel et bien d'ouvrir le capot sans jargon et de poser des bonnes questions. Du moins, je vais essayer. Commençons par la production d'heures, le propre des cabinets, des agences, des studios ou des services professionnels. Pendant des années, on y a vendu des heures ou des journées. L'IA arrive et une tâche qui prenait 100 heures en prend, disons maintenant, 40. Si on garde le même tarif horaire, la facture baisse. Si le client se dit que c'est normal, le fournisseur, lui, un peu moins, car il voit son revenu se contracter. Qui a raison alors? Eh bien, vous savez quoi? Peut-être que c'est personne. Peut-être que la bonne métrique, dans ce cas, n'est plus combien d'heures, mais quel résultat et quel niveau de certitude a-t-on obtenu dans le mandat? Que se passe-t-il donc si l'on quitte l'horloge et ses heures qui s'égrènent? On peut proposer un prix pour un livrable avec une promesse de délai. C'est pas mal le mode forfaitaire que l'on connaît déjà, mais on peut y attacher une prime si le client veut une livraison pas mal plus rapide. On peut aussi y inclure une vérification experte et humaine ou une responsabilité formelle sur la conformité. On peut lier
une partie du prix à l'effet obtenu chez le client quand cela peut se mesurer. Vous pouvez penser ici aux économies réalisées, aux revenus additionnels générés ou aux incidents évités. Si vous êtes capable d'apposer à ce mandat des questions du style « est-ce acceptable pour les achats » ou « est-ce plus rassurant pour un dirigeant ?» alors ce sont des pistes à tester au cas par cas et surtout avec transparence sur ce que l'IA change vraiment. Et n'oubliez pas qu'on peut aussi parler de temps gagné pour faire mieux. Par exemple, plus de cadrage en amont ou plus d'essais contrôlés ou encore plus de contrôle qualité. Le client paie alors une expérience plus riche et pas seulement des heures compressées. Regardons maintenant la production de biens. L'IA s'invite dans la planification, la conception, le contrôle, la maintenance. Il y a moins d'arrêts, moins de rebuts, moins de retouches et c'est tant mieux. On produit plus vite, de façon plus régulière, parfois plus personnalisée. Dans ce cas, faut-il baisser le prix public? Parfois oui, quand la concurrence est féroce et que le prix déclenche l'achat. Parfois non, quand on peut enrichir l'offre autrement, car, encore une fois, la vitesse peut devenir un service ou un avantage en soi. Vous pouvez penser à proposer un supplément pour un délai garanti ou un stock réservé pour les clients qui en ont besoin à date fixe. Vous pouvez penser à la personnalisation à la demande sur des petites séries qui n'étaient pas rentables hier mais qui le deviennent grâce à l'intervention de l'IA. Tout cela devient possible quand les coûts baissent et que l'outil de production s'adapte plus rapidement. Côté acheteur, les contrats peuvent alors évoluer. On peut discuter de niveau de service plutôt que de simple quantité, de taux de service visé, de délai ferme, de qualité certifiée. On peut aussi imaginer des prix qui bougent selon des paramètres convenus à l'avance, comme par exemple quand la matière première varie ou quand le transport change brusquement. Ce mouvement existe déjà. L'IA peut le rendre plus juste, car la mesure est plus fine et plus proche du réel. Côté grand public, la question est différente. Avec l'arrivée de l'IA dans une grande partie de la chaîne de valeur d'un produit de consommation, on peut penser que le client s'attend à une baisse de prix, qu'il peut s'attendre à une montée en gamme tangible, à une meilleure durabilité, à des pièces disponibles n'importe quand, n'importe où, à un service après-vente plus réactif. Si l'IA permet des progrès dans tous ces aspects effectivement, sans faire pour autant flamber les coûts, le client peut néanmoins accepter de payer le même prix qu'avant, mais pour une valeur perçue plus élevée. La vraie question est donc la suivante. Les gains de productivité doivent-ils se traduire par des rabais ou par des produits et des services plus désirables? Et la beauté dans tout ça, c'est que rien n'empêche de combiner les deux selon les catégories et selon, bien évidemment, la pression concurrentielle. Venons-en aux services financiers, les banques, les assurances, le paiement. Avec l'arrivée de l'IA, beaucoup d'opérations s'automatisent, les ouvertures de comptes deviennent plus fluides, la détection des fraudes se fait plus rapide et les traitements de dossiers plus courts. Mais si les coûts par dossier baissent, alors la promesse qui justifiait certains frais perd un peu de force. Les frais fixes peuvent donc se retrouver sous pression. Faut-il aller vers des forfaits plus lisibles qui couvrent un ensemble de services avec un niveau de protection clair? Faut-il facturer certains usages quand le client choisit la voie la plus rapide, par exemple un virement instantané à coût modéré mais avec une garantie de disponibilité? Faut-il partager une partie des économies quand la prévention de la fraude fonctionne mieux côté banque et côté client? Là encore, la confiance et la clarté deviennent centrales. Est-ce souhaitable pour tous? Comment éviter les biais? Comment expliquer la décision? Si les autorités de surveillance demandent déjà des garde-fous, va falloir s'attendre à ce que les clients réclament quant à eux de la transparence. Plus l'IA est au cœur du tarif, plus l'explicabilité et le droit au recours deviennent des éléments de service à part entière. Une banque ou un assureur peut alors se différencier par la façon dont il rend des comptes et pas seulement par le prix affiché. Un point relie nos trois mondes. Quand le coût recule, la demande peut s'ouvrir. Dans les services aux entreprises, on ose commander des variantes supplémentaires et des scénarios alternatifs. Dans les usines, on ose des séries plus courtes et des personnalisations locales. Dans la finance, on sert des besoins que l'on ignorait car ils étaient trop petits ou trop irréguliers. Est-ce que la baisse des coûts permettra de vendre plus et plus souvent? Si oui, alors l'entreprise peut préserver son chiffre d'affaires et même l'augmenter, même si le prix moyen s'effrite un peu. Reste la chaîne de valeur. Qui capte quoi? Dans le cas de l'utilisation de l'IA, il faut comprendre que puisque l'entreprise dépend fortement de quelques fournisseurs technologiques, alors une part des gains peut remonter vers ces acteurs sous la forme de coûts d'utilisation. Il faut en être conscient. Et c'est vrai même en arbitrant entre plusieurs solutions. Mais il faut y voir un avantage
ou un élément différenciateur. L'entreprise qui saura mieux régler ses modèles pour consommer moins de calculs, qui saura réutiliser sa propre connaissance métier plutôt que de tout redécouvrir à chaque projet, donc dépenser moins pour obtenir le même résultat, reprendra la main sur la valeur. Des gestes très techniques, certes, mais qui relèvent pourtant de la gestion prudente. Et la donnée dans tout ça, me direz-vous? Qui détient les bons corpus? Qui les maintient propres et bien décrits? Qui peut prouver la provenance et la sécurité? Car dans une usine, les historiques d'incidents et de réglages valent de l'or pour l'IA de demain. Pour un service, le retour client et les corrections humaines servent d'école à la machine. Au niveau de la banque, les journaux d'activité et les dossiers documentés font la différence pour la prévention. Est-ce que ces actifs immatériels sont traités comme un vrai capital? Est-ce que l'entreprise les protège et les développe avec méthode? Plus la réponse se rapproche d'un oui, plus l'entreprise peut espérer garder durablement une part de ses gains. Dans toute cette réflexion, la question n'est pas de savoir si l'IA crée une bulle ou une martingale, et je vous invite au passage à prendre connaissance de mon billet de la semaine passée sur ce sujet. La question est de savoir comment chaque famille d'acteurs peut capter une part juste des gains sans casser l'équilibre. Et tout le monde a raison dans cet exercice. Le client a raison de chercher un meilleur rapport qualité-prix. Le producteur a raison de vouloir investir et d'espérer un retour. Les intermédiaires ont raison de penser qu'ils ont un rôle utile s'ils apportent de la transparence, de la sécurité et de la continuité. Si l'IA compresse le temps, la valeur, elle, cherche encore sa place. La clé réside peut-être dans l'idée de faire tenir ces nouvelles règles du jeu dans 3 idées simples. 1. Des prix qui parlent du résultat. 2. Des offres qui assument la responsabilité et la vitesse. Et 3. Des données traitées comme un patrimoine. Si nous avançons dans ce sens, peut-être que chacun y trouvera son compte. Et si vous avez des exemples qui contredisent cette piste ou qui la confirment, vous savez quoi? Je suis preneur. C'est le moment d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous amènes à l'ETS. Ben oui, cette semaine, on reprend le dossier ETS. J'ai interviewé beaucoup de professeurs, de directeurs là-bas parce que, évidemment, c'est le début d'un programme en UX, le premier programme au niveau bachelier, au baccalauréat à l'ETS. Donc, j'en suis bien content. Ça va former une nouvelle génération de gens qui sont alignés sur l'aspect humain dans les projets numériques et peut-être même plus large que ça, et c'est ça qui est intéressant. Cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Angélique Montouy, qui est docteur, donc à l'ETS, et qui enseigne là, et son angle, moi, je trouve super intéressant, puis ça vient de tout son profil de carrière également. On va parler donc dans l'entrevue du côté géospatial, le design du géospatial, le design, pas de l'espace, mais de l'utilisation des cartes, de l'utilisation de la géomatique. Puis comme tu le sais, je suis un urbaniste de formation il y a très très longtemps, donc ça fait partie de moi aussi. Donc comment on utilise la géolocalisation dans un cadre d'expérience utilisateur. Et c'est de ça qu'on a parlé là, dans l'entrevue. C'était super intéressant. Ben voilà, maintenant que tu nous as donné le goût d'en savoir plus sur cette formation, on va aller écouter cette entrevue que tu as fait avec ton invité, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Toujours un plaisir, Bruno. À la semaine prochaine. Bye bye. C'est quoi le problème principal? Est-ce que le fait de la cartographie, c'est une éducation qu'on doit avoir pour le comprendre? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui, quand tu leur montres une carte, ça marche pas. Oui. Il faut que tu leur dises tourne à droite, tourne à gauche, oui. 2 fois à droite, 2 fois à gauche, mais oui. de leur montrer la carte, ça rentre pas. C'est vraiment une question d'éducation à la base? Il y a une question de littératie spatiale. Il y a beaucoup de monde qui... Alors, il y a la littératie spatiale, la littératie cartographique, on l'appelle un peu comme on veut. Ça ne recoupe pas exactement les mêmes choses, mais anyway. Il y a du monde en géographie, notamment les enseignants en géographie, qui poussent vraiment pour développer un cursus et une littératie spatiale. Donc, il y a peut-être un manque d'exposition à ça, et puis une déshabituation aussi. On bénéficie des progrès de la géolocalisation, des aides à la navigation, etc. Donc, qui font qu'on se déshabitue aussi à chercher par nous-mêmes ce genre d'informations. Est-ce qu'il y a même des genres de cerveaux qui comprennent pas le visuel même de cette représentation 2D d'une réalité? Il y a la question de la cognition spatiale et de comment tu comprends les informations. Alors, il y a plein de débats là-dessus. Parce que
chercher son chemin, lire une carte, c'est ce qu'on va appeler de la cognition spatiale à grande échelle. Tu sais, on fait des activités dans le vrai monde, mais c'est de quelles habiletés cognitives ça dépend de ces affaires-là. Donc là, il y a un gros débat pour savoir est-ce que c'est transférable, mais on va parler de capacité de rotation mentale, de capacité de visualisation, de capacité d'orientation, etc. On va essayer de mesurer ça. Et oui, il y a des différences. Alors on parle souvent de la différence entre les hommes et les femmes, que ah là là, les femmes elles n'ont pas le sens de l'orientation. C'est pas vrai. C'est réglé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est surtout qu'on a des approches différentes de la navigation. Tendanciellement, les femmes vont plutôt s'appuyer sur des points de repère, les hommes plutôt sur la configuration des rues. Donc on va pas avoir les mêmes éléments d'accroche dans l'environnement, mais la compréhension de base la compréhension reste la même. Et puis surtout, je dis toujours, il y a plus de variabilité à l'intérieur d'un groupe qu'entre les groupes. Donc bon, ça c'est important de le retenir, parce que sinon on me dit ah oui, je suis une femme, j'ai pas le sens de l'orientation. Non, on se prend un bloc à partir de ça. C'est pas ça. Mais en fait, la manière de représenter l'espace à travers les cartes, oui, demande un certain nombre d'habiletés de visualisation et de cognition spatiale que tout le monde n'a pas. Et puis, alors on peut en acquérir certaines, mais c'est aussi que ça se dégrade avec l'âge, par exemple. Par exemple, plus tu vieillis. Sans question de pathologie ou quoi, juste le vieillissement fait qu'on a une moins bonne flexibilité à passer de l'information, ce qu'on appelait allocentrée, donc en vue du dessus, à une perception égocentrée. Donc ça vient qui est abstraite en fait de toute façon. C'est ça, mais ça devient de plus en plus difficile de voir l'information sur la carte. On peut très bien lire la carte, mais la transférer à ce qu'on voit autour de soi. Plus on vieillit, plus ça devient difficile. Et c'était ça mon sujet de thèse. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, la recherche que tu fais dans le cadre de l'ETS, c'était vraiment ça. C'est ça. Et à l'ETS, je m'intéresse globalement à comment on rend l'information spatiale plus accessible. Peut-on utiliser d'autres modalités de représentation que les cartes ? Peut-on améliorer la signalétique ? Peut-on s'appuyer sur des affordances dans l'environnement ? Comment on fait pour rendre ça accessible ? Non seulement parce qu'au quotidien, c'est important de pouvoir s'orienter facilement, de ne pas dépendre de ça. Mais aussi, c'est des enjeux de participation citoyenne, parce qu'aujourd'hui, on va faire des prises de décision citoyennes, des participations, et puis on se rend compte que mais si le monde ne sait pas lire le plan d'architecte, ou si le monde ne sait pas lire la carte, c'est quoi la validité à demander ton avis, parce que tu ne comprends même pas sur quoi on te pose la question. Donc, en France, ils viennent de lancer une initiative qui s'appelle la République des cartes, qui est vraiment de dire, ok, remettons l'information géographique, et à travers les cartes notamment, là, mais au cœur du débat citoyen. Pour embarquer les mondes dans la prise de décision. Et donc, ils se posent ces questions-là de géolittératie, d'accessibilité cartographique, etc. C'est quelque chose que j'aimerais amener au Québec et au Canada plus largement. Parce que tout se passe là, en fait. On est l'endroit où on est, dans un quartier, dans la gestion d'une ville, d'une province ou d'une région. On peut considérer que toute l'information est géolocalisée dans un certain sens. Oui, mais ça, c'est encore trop peu la vision des ingénieurs en géomatique aussi. Ça, c'est ma petite spécificité. Avant d'être en design à l'ETS, j'étais aussi au département des sciences géomatiques à l'Université Laval. Donc j'ai vraiment cette vision de c'est comment que les ingénieurs ils se représentent le territoire. Cette question que ton territoire, ça va être souvent ramené à latitude, longitude. Mais ça c'est bien pour une machine. Mais un être humain, il va pas dire, tu sais, quand je te dis je vais aux toilettes les plus proches, t'as pas besoin de savoir c'est où les coordonnées des toilettes les plus proches. Tu vas inférer que c'est ici dans le bar. Potentiellement, c'est en haut, en bas de l'escalier. Tu vas te douter que je vais peut-être pas sortir. Tu sais, même peut-être qu'il y en a des plus proches à l'extérieur, mais que je vais rester à l'intérieur. Et tu as des points de repère, c'est à 2 points de rue du bureau pompier. Exactement. Et ça, c'est pas l'approche d'un ingénieur. Ça va être plutôt l'approche que peut apporter le design. Oui. Je dis pas du mal des ingénieurs, là. Mais la finalité reste la même. On est devant une abstraction en 2D, maintenant parfois en 3D, mais surtout en 2D. Oui. Puis on doit s'y retrouver pour arriver à comprendre quelque chose comme... Mais on n'y va pas comme ça. On est encore dans un mode, dans tout ce qui est numérique, en tout cas, on est très livresque. Oui. C'est toujours l'extraction d'un dépliant, le fameux dépliant qu'on mettait en ligne en 99, 2000. On est encore là-dedans. On n'est pas dans une représentation automatique de « Ah, il y a un jeu de data, on va y aller avec la carto. On va la représenter. » Mais qu'est-ce qui nous fait peur alors? Pourquoi on ne va pas dans cette direction-là plus que ça? Je pense qu'il y a une question d'accessibilité de l'information. Ouais. Le but, c'est que c'est vraiment pas tout le monde qui est capable de lire une carte. Et puis que les cartes ne sont pas non plus toujours conçues pour qu'elles soient lues par tout le monde. Ça, il y a ça aussi, un gros biais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai appris dernièrement que le gouvernement du Québec, dans son système de design,
vient d'intégrer la dimension cartographique. Eh bien, c'est pas trop tôt. Hey, on progresse, mais je trouve ça vraiment Martin bien. Boucher qui s'occupe du design système de Je trouve ça vraiment bien, tu sais. Oui, essentiel même, parce que là, on parle de Parc Canada, Parc Québec, tous les éléments, plein villes, d'affaires, etc. Plein d'affaires. Le travail est en cours, et puis après, c'est jusqu'où tu vas, parce que La voirie, comment tu peux homogénéiser une légende cartographique, là? Ouais. Bon. Mais au moins, la démarche est là, donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, pourquoi on ne le fait pas sur plein de données? Simplement parce qu'il y a plein de données qu'on produit, et plein de données ouvertes aussi qu'on produit, mais où on n'a pas pris cette dimension spatiale-là. On ne l'intègre pas, on n'intègre pas cette métadonnée-là, on s'en fiche un peu. Tu sais, on va beaucoup être dans une approche, on va représenter l'information topographique sur le plan spatial, là d'accord, mais les dimensions sociales, culturelles, environnementales, on ne va pas tant encore aller sur l'aspect spatial, alors que c'est une clé de lecture centrale. Pour certains d'entre nous, en tout cas, il semble. C'est peut-être qu'il n'y a pour pas une certains littératie d'entre nous, qui est. mais même, tu sais, pour de la prise de décision, on va dire citoyenne, il faut que tu prennes ces couches. Il y a des phénomènes qui vont se révéler que quand tu prends en compte la dimension spatiale. Ouais. Et si déjà ta donnée, tu ne l'as pas géolocalisée, comment tu vas faire cette prise de décision-là? Et c'est intéressant aussi pour le designer, tu vois, de se dire, hey, tu sais, je fais du design social par exemple, ouais, mais il y a une couche géographique dans mon social. Parce que mon territoire, il est organisé d'une certaine manière, qui va créer d'exclusion, etc. Et c'est aussi une composante spatiale, quoi. Donc, c'est ces questions-là que j'aime bien. Et donc, tu enseignes à l'ETS. Oui. Le facteur humain. Le facteur humain en lien avec les data. Pas forcément. Je suis sur facteurs humains, sciences cognitives, mesures physiologiques. C'est vraiment l'aspect très psycho, on va dire, du design d'expérience utilisateur. Mais je vais essayer d'amener les étudiants particulièrement sur cette composante spatiale-là. Oui, j'imagine. Mais parce qu'on en parle beaucoup dernièrement, tout ce qui est data, l'intelligence artificielle gère de la data, donc gère inévitablement quelque chose aussi de géolocalisé, géospatial. Oui. Donc il y a des choses intéressantes là à faire réaliser, ou ne serait-ce que d'être capable de prendre un pas de recul. Quand on conçoit quoi que ce soit maintenant, on n'est pas toujours obligé de considérer de le concevoir en termes 2D d'un écran. De tablette ou de téléphone. On peut aller plus loin, mais pour aller plus loin, ça prend ces données-là aussi. Là. Ça prend ces données-là, et puis si tu vas sur les IA, il commence à y avoir des IA qui apprennent sur de la donnée spatiale. Ça vient, là, ça arrive, c'est beaucoup moins avancé que les LLM. Mais Niantic Spatial, par exemple, qui a beaucoup acquis de données, notamment avec Pokémon Go. Oui, c'est vrai. Mais ils sont partis de Niantic, ils ont développé une branche spatiale, et leur objectif, c'est de développer des intelligences artificielles capables de se retrouver dans l'espace. Et quand on aura un métaverse développé avec un appareil qui nous permet de le vivre, une paire de lunettes ou autre, la géolocalisation de l'information va être super importante aussi. Oui. Parce que pour l'instant, il faut que tu prennes ton téléphone, tu as une action à poser quand tu es dans une rue pour pouvoir prendre connaissance de l'endroit où tu es. Mais quand tu vas avoir cette superposition-là d'une autre réalité, la géolocalisation en X et en Y, elle va être super importante. Ouais. Ouais. Moi, après, c'est ce que je dis souvent, un des challenges que je vois à la géolocalisation généralisée, c'est la dépendance qu'on développe vis-à-vis des systèmes de positionnement et des systèmes de... Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un vrai enjeu de santé publique, d'après moi, à terme. Oui. Parce que... Plus qu'à terme, même maintenant. Ouais, mais on le voit, tu vois. C'est intéressant, il y a des études super connues en psychologie cognitive sur les chauffeurs de taxi à Londres, sur le développement de l'hippocampe des chauffeurs de taxi à Londres. Parce que pour être chauffeur de taxi à Londres... C'est dégradé? Non, eux, ça reste... Parce qu'eux devaient l'apprendre par cœur. Exact. C'était des encyclopédies de la ville. Là. Exact. Et ils ont vraiment un super gros hippocampe là dans leur cerveau. Mais cet hippocampe-là, c'est aussi lié à notre mémoire épisodique. Donc la capacité qu'on a à se rappeler des événements de nos vies. Donc si tu ne travailles pas ton hippocampe, y a-tu des possibilités que tu perdes aussi plus facilement la mémoire de ta vie? Est-ce que tu développes des maladies neurodégénératives? Moi, je ne suis pas une experte de ça, mais il y a des chercheurs... Parce que tu les associes moins à l'endroit ou les endroits par lesquels tu passes? Ouais, ou juste parce que, en fait, cognitivement, cette partie de ton cerveau qui est en charge de gérer cette information-là, elle est moins forte, elle est moins développée, au profit souvent de ton amygdale, qui est le siège de tes habitudes, mais qui est aussi en lien avec le développement de dépression ou de mélancolie, ce genre de choses. Ah oui. Donc, il y a vraiment un lien fort. Il y a Véronique Bobot qui travaille à McGill sur ces questions-là, qui est vraiment elle chercheuse spécialisée dans le cerveau, mais tu sais, c'est des questions de design qui posent des vrais enjeux de santé publique derrière. Là. Ouais. Parce que quand tu dis, tu sais, le monde, pour accéder à un service, il va juste devoir activer la localisation de son téléphone plutôt que de rentrer son adresse ou plutôt que de chercher où il est et aller piner sur une carte. Toutes ces micro-interactions-là au quotidien, tu sais, quand tu commandes un Uber, la première chose qu'il demande, c'est t'es où là? C'est pratique, mais juste dire, par moi-même, j'ai décidé d'aller piner sur la carte où je suis.
Que tu peux faire aussi, d'ailleurs. Que tu peux faire aussi. Mais ces petits entraînements-là, c'est quoi le gain finalement Il faut que tu aies une terme? connaissance cartographique aussi pour le faire. Oui, exact. Et il y a des questions d'accessibilité. Je veux dire, c'est toujours un serpent qui se mord la queue, là, qui le fout de la poule. Mais n'empêche que laisser cette possibilité-là à l'utilisateur, voire inciter l'utilisateur à se dire « je vais chercher où je suis là avant de commander un service qui est géolocalisé », ça peut peut-être avoir des effets positifs à long terme pour essayer d'éviter qu'on ait notre hippocampe qui shrink trop là, et qu'on ait des enjeux. On va en voir les conséquences dans quelques années. C'est ça. J'ai déjà posé à certains de tes collègues de l'ETS, quels sont les défis que les étudiants en UX vont avoir là, dans les prochaines années? Moi, à travers les facteurs humains, première chose que je veux leur amener, c'est à se questionner sur qui sont eux déjà. Parce que tu sais, c'est facile de donner ta commande à une IA et puis de dire comme vas-y, trouve-moi une solution, cette affaire-là. Mais c'est qu'est-ce que toi, ça t'apporte en tant que designer de faire ça. Et on veut vraiment, là, on embarque justement la troupe de théâtre de l'ETS. La troupe de théâtre? Oui. OK. Pour leur faire des ateliers sur, vas-y, questionne-toi sur qui t'es. Quand tu dis la troupe de théâtre, c'est quelque chose qui leur permet de se mettre à la place de leurs utilisateurs? Ouais, ou même juste de se poser les bonnes questions sur eux-mêmes, là, tu sais. Wow. Parce que c'est pas un exercice que tu fais nécessairement au quotidien. Non, ni dire... dans la pratique UX, je le confirme. Ouais, mais pour moi, tu sais, c'est facile. Alors, on parle souvent des biais cognitifs. J'aime pas trop le terme biais. Pour moi, c'est un raccourci de pensée. Mais on a tous des raccourcis de pensée. Oui, ou une méconnaissance de ce qu'on pense être. C'est ça. L'utilisation par une autre personne. Mais tu sais, prends conscience de toi, tes propres enjeux, pour pouvoir penser les enjeux des autres. On va souvent demander aux UX designers de penser les enjeux des personnes qui sont clientes finales, ou utilisateurs finales. Mais il y a des limitations. Là, Mais il y a toujours une part de toi. Donc déjà, si tu arrives à prendre conscience de tes propres biais, le propre fonctionnement de ta mémoire, du propre fonctionnement de ton attention, qu'est-ce qui attire ton attention, c'est quoi tes biais cognitifs à toi, tu pourras avoir une meilleure pratique parce que tu vas pouvoir avoir un niveau de lecture un petit peu supérieur, selon moi. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis, leur amener la question que tout est spatialisé. Dans nos expériences de vie, tout est spatialisé. Donc, prends en compte cette couche-là. Ouais. Bref, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Mais pas de problème. Super intéressant. Ouais, tant mieux. Bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet cette semaine. Un grand merci à nos invités, puis merci aussi à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur précieuse contribution cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.